Excuse-moi de faire une petite remarque. Sarkozy, au cas où ça vous aurait échappé, nous a d'abord colonisé, nous les Français, avant de se comporter comme un colon français. Il est hongrois par son père. Il est, on va le dire sans angoisse, juif par sa mère. Il est issu de la grande famille des Mallas de Salonique, pour ceux qui connaissent l'histoire de la destruction du califat. Donc il y a aussi ce problème, c'est qu'on montre, les Français d'origine immigrée musulmans montrent souvent du doigt des élites françaises oppressives, dont les premières victimes sont les Français de souche eux-mêmes. Vous voyez ? Et ça, il faut aussi en prendre conscience. Je veux dire, je ne suis pas sûr qu'Hollande soit mon président, mais Sarkozy ne l'était pas non plus. Donc de ce point de vue-là, quelque part, nous avons un persécuteur commun. Voilà. Et c'est aussi une raison de plus aussi de dépasser cette fausse opposition, que moi je serais représenté par Sarkozy, je représenterais Sarkozy, et toi tu représentais le type qui vient de descendre du bateau, alors qu'il est possible que tu arrives en France avant moi. Voilà. On arrive à essayer de tout remettre à plat pour produire des catégories, au moins, je dirais, efficaces. Parce que moi, ce que j'ai dit récemment, pour ceux qui ont vu mon face-à-face avec Chamby, c'est quel que soit le point de vue qu'on a, à un moment donné, il faut regarder, c'est comme au football, le résultat pratique. Le résultat pratique, c'est après 40 ans de diverses soumissions très souvent honteuses, dont la dernière est l'appel des imams de France à voter Hollande dès le premier tour, ça n'a pas apporté grand-chose en termes je dirais, de privilèges ou de force communautaire, puisque la communauté musulmane de France est forte de 6 ou 7 millions d'âmes, et que dans la hiérarchie du pouvoir communautaire, elle est en avant-dernière position, avant, je pense, les Africains, qui sont encore plus difficiles à déterminer comme communauté, tellement leur diversité d'origine est immense. Donc, il y a... moi, je fais des propositions qui peuvent rejoindre les tiennes par certains aspects, parce que c'est un peu la réponse du Gaulois. C'est pour ça que là, je voudrais faire quelques remarques du français de souche, parce que j'aime bien le terme français de souche, il est agaçant, mais il existe quand même si effectivement un français de souche est parfois un Polonais de la deuxième génération. Moi-même, je vais le dire très simplement, je suis savoyard de 17 générations, je suis français depuis 1860, parce que c'est bien d'avoir de la culture. Après les Algériens. Donc après les Algériens, malgré l'indigénat, et après les Antillais. Voilà. Hein, mais je suis quand même français de souche parce qu'en fait, il faut avouer, il faut reconnaître les catégories telles qu'elles fonctionnent, parce que je suis blanc et catholique. Voilà. Et que c'est comme récemment, on m'a dit, vous dites que André Pulvar est la noire de service, mais elle n'est pas africaine, elle est antillaise. Je dis, pour les médias dominants et pour le système, c'est la black de service. Les Français, personne n'a rien à foutre de savoir si elle vient des Antilles ou d'Afrique. De même, quand on dit en France un arabe, il faut le dire, vous êtes des arabes, on ne sait pas si le type est maghrébin, d'où il vient du Maghreb, et en fait, il faut avoir le courage de fonctionner sur les catégories valides. C'est-à-dire que c'est peut-être plus joli d'appeler un aveugle un non-voyant, mais le non-voyant ne recouvre pas la vue pour autant. Vous voyez ? Voilà. Donc, il faut avoir la virilité des catégories. Et effectivement, nous sommes dans un monde de simplification, un monde de masse, un monde de médias et un monde de manipulation, où il y a... Et d'ailleurs, j'avais pris cet exemple très précis de Krivine, donc un des pères, un des protecteurs, soi-disant, des immigrés, qui disait, avec la petite main sur l'épaule, vous voyez, bien paternaliste, il avait le beurre de service là à côté de lui, et il disait, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de beurre et de black en politique française. Voilà, il y avait les beurres et les blacks. Et moi, j'aurais été le petit gars, j'ai dit, ouais, mais c'est peut-être parce qu'il y a trop de youpin. C'était à peu près sur le même niveau, hein. C'était sur le même niveau, voilà. Et c'est évidemment, c'est ces catégories-là qui sont les vraies catégories. C'est quelle va être dans le prochain gouvernement la beurrette de service, la blaquette de service, et on a même une semi-asiate, je crois maintenant, parce qu'il faut quand même gérer à cause des problèmes de Belleville, il faut gérer quand même aussi une certaine colère asiate. Voilà. Et ça, alors les grands sociologues vous disent oui, mais ce n'est pas pertinent parce que machin. Alors après ils vous disent ça n'existe pas parce que quand on fait de la sociologie de grande précision, rien n'existe à la fin. La France n'existe pas, l'Algérie n'existe pas, les Noirs n'existent pas. Bon c'est très bien, rien n'existe, c'est la subtilité intégrale. Mais malheureusement avec ça on fait pas de politique non plus. Voilà. Donc moi pour répondre à mon camarade Albert, j'entends tout ce qu'il me dit et je me dis là je me fais exprès la voix on va dire du Gaulois. Hein. Gaulois, ce qui est très ambigu parce que un Gaulois, ça veut dire un Celte. Il y a de bonnes chances que le type n'ait pas de racines celtes si on les cherche, mais c'est pas grave. Il y a la mythologie nationale. Le FLN a droit à la sienne.
Nous, Français, avons droit à la nôtre, c'est nos ancêtres les Gaulois, puis après Jules Ferry et l'école laïque obligatoire et gratuite. Il faut aussi tenir compte des mythologies nationales qui sont toujours des systèmes d'adhésion, de valorisation d'une communauté dominante. Et ça a souvent un résultat efficace pratique, c'est de maintenir une communauté dans un état de paix et de fierté générale. Voilà. Il est très difficile de faire marcher un pays si les gens détestent tous leur pays et qu'ils se détestent tous entre eux. C'est quand même le travail permanent des hommes politiques français. Alors normalement, leur travail, c'est le contraire, c'est de faire en sorte que les citoyens se sentent fraternels entre eux et qu'ils aiment leur pays. On remarquera que depuis les années après mai 68, de façon accélérée, on va dire après la disparition de De Gaulle, tout le travail des éducateurs a été de nous faire haïr la France, que ce soit aux Français de souche ou aux Français immigrés, et de faire en sorte que tous les Français soient des individus insupportablement arrogants qui se détestent et s'insultent tous entre eux. Forcément, tout ça mène à la catastrophe. Voilà, ça c'est des constats pratiques. Donc moi, il y a deux choses que je veux faire remarquer du point de vue gaulois, et qui sont des choses assez brutales, mais je suis souvent brutal, c'est ma manière de savoir. Je veux dire deux choses qui vont choquer. Les Français, en tant que peuple, n'ont pas participé à la colonisation. C'était un projet des élites, maçonnique et d'argent. Et comme la France était un grand pays assez peu peuplé à cause des guerres napoléoniennes qui ont fait beaucoup de morts, et que c'est un pays relativement de bien vivre, les Français, en tant que peuple, n'ont pas adhéré au projet colonial autrement qu'en regardant les revues. Et c'est ce qui fait l'échec de la, comment dirais-je, algérien pour la France. C'est qu'un siècle après, il y a très très peu de Français et beaucoup d'Algériens. Alors que les Irlandais, les Italiens, quand ils sont partis aux États-Unis, ils y sont allés en masse, et à la fin, il y a plus d'Irlandais et d'Italiens que d'Indiens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les Indiens ne peuvent pas revendiquer de reprendre leur pays, car ils sont archi-minoritaires dans leur pays. Voilà. Donc comprenez bien que pour le peuple de France, il n'a pas participé à la colonisation. Les trois quarts des colons, pour la pacification, on a pris des Bretons, qui étaient des Arabes de l'époque. Il faut bien le comprendre, hein, il suffit de lire Bécassine. Et en fait, ceux qui l'ont fait sont souvent des Maltais, des Espagnols, des Portugais, et très peu de Français de souche, qui sont restés à cultiver leur propre terre, car c'était majoritairement des paysans. C'est pour ça qu'en 1960, combien y a-t-il de Français, combien y a-t-il d'Algériens en Algérie? On peut faire le ratio. Les Français, les pieds noirs, sont archi-minoritaires. Ils n'ont pas fait de colonisation, de peuplement. Ils ont simplement été fiers du drapeau et de l'épopée coloniale comme un spectacle. Mais on ne leur a pas demandé leur avis et ils n'y ont pas participé. Simplement, ils ont été fiers parce que la propagande, forcément du coq, etc., dans les trucs, on dit, voilà, la France a un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, etc. Mais donc, comprenez bien une chose, quand vous dites aux Français, vous nous avez colonisés, c'est que c'est très souvent totalement faux. Les Français, on leur a pas demandé leur avis et ils n'y ont pas participé. Ils étaient même d'ailleurs pour la décolonisation, qu'on en finisse avec l'Algérie. Ils voulaient pas que leurs enfants aillent mourir à la guerre parce que c'était une conscription dangereuse. Donc il n'y avait pas cette violence colonialiste de française qu'on peut retrouver par contre chez certains peuples anglo-saxons qui ont une histoire, je dirais, assez agressive et expansionniste. Voilà. C'est une chose importante de comprendre. Et deuxièmement, c'est encore une autre bombe. Les Français n'ont pas voulu de l'immigration en France. On ne leur a pas demandé leur avis, ils n'y ont vu aucun intérêt, et je vous le dis, ils n'en avaient aucun intérêt objectif. C'est le patronat français qui l'a voulu, les gouvernements maghrébins fraîchement décolonisés, pour des raisons de transfert de capitaux, parce que c'était soit jouer l'esclavage de leur propre peuple, soit l'industrialisation, et ce choix a été fait plutôt l'esclavage. Donc les Français n'ont pas voulu l'immigration, et si on leur avait demandé leur avis, ils étaient contre. L'ouvrier français ne voyait pas tellement l'intérêt, ni le petit bourgeois français, d'une immigration massive. Ça faisait baisser les salaires, ça baissait le niveau de conscience syndicale, c'était un projet patronal, c'était un projet maçonnique, sans doute. Et donc quand on comprend que le peuple français de souche n'a pas participé à l'épopée coloniale et n'a pas vu d'intérêt à l'immigration, il est difficile de le traiter en permanence de sale colonisateur, facho, raciste, etc. C'est une très mauvaise approche du peuple de France quand on veut dialoguer avec lui dans un souci, au moins je dirais de gagner le respect, ou de gagner même dans un combat habile. Et je fais en ce moment, je m'amuse à prendre le contre-exemple parfait, la communauté indo-chinoise de France. Elle n'a pas pratiqué ce genre de stratégie de communication agressive et qui conduit à la défaite. Les Indochinois ont subi une épopée coloniale, une colonisation, une décolonisation par la guerre violente, etc. Je n'ai jamais vu un Indochinois reprocher aux Français la colonisation, se revendiquer en tant qu'immigrés, etc., etc. Et il faut reconnaître qu'en France, les Indochinois français ne posent pas de problème. Globalement, ils réussissent leur intégration économique. Les Français ne sont pas racistes envers les Asiatiques et ils ne les ressentent pas comme une menace. Alors que les Asiatiques,
s'intègrent peut-être en termes d'assimilation moins que les Maghrébins. Ils font moins d'efforts. Mais quand c'est le Nouvel An chinois, les Français trouvent ça sympa, le dragon, et ils sont suffisamment malins pour mettre 2 drapeaux français devant le dragon. Et on dit le 13e, c'est sympa pour aller manger aux Olympiades, le quartier chinois, etc. On ne dit pas la même chose des quartiers à domination maghrébine. On dit, je vais me faire arracher mon sac, je vais me faire cracher à la gueule, je vais me faire traiter de pute. Il y a un problème. Je vais tomber malade avec ouais, voilà. Et donc, en dernière instance, moi, c'est la phrase que j'envoie à Ouria et aux gens du pire, c'est que votre stratégie part sur des présupposés qui sont relativement faux et voire malhonnêtes, et qui vous conduit systématiquement à être les plus détestés de France. Et surtout, pour aller plus loin, chaque fois que vous dites « je suis un immigré en France », c'est vous-même qui ne vous présentez pas comme un Français, alors qu'en fait, vous êtes Français. Et là, je prendrai la référence d'une jeune fille, qui est peut-être là d'ailleurs, avec qui je corresponds par Internet, qui me dit « oui, j'ai voté PS parce que c'est pour nous, les immigrés, c'est quand même le moins pire ». Je pense qu'elle est française depuis 3 générations. Elle se considère comme une immigrée. Et je lui dis, si tu avais un peu de conscience politique ou économique, est-ce que tu penses que quand on est français, d'origine immigrée et de confession musulmane, et qu'on est là depuis 3 générations, on a intérêt à dire vive les sans-papiers et à systématiquement trouver des excuses aux voyous de banlieue parce que, soi-disant, ils auraient subi la violence coloniale française. C'est d'une malhonnêteté et d'une stupidité totale. Donc moi, à un moment donné, ce que je dis aux gens qui véhiculent ça, c'est soit vous êtes payés par l'ennemi pour nuire à votre communauté, soit vous êtes des imbéciles, mais si la communauté vous a réellement mandaté pour vous représenter, il ne faut pas qu'ils se plaignent d'être, comme je l'ai dit à Chambly, au fond des chiottes depuis 40 ans. Voilà. C'est tout. Et une fois que j'ai dit ça, comment ? Ça va être dur à 400 dans des chiottes. Non, mais... Ouais, mais la métaphore, elle était juste. Hein. Il y a un appartement qui s'appelle la France, qui est dans le salon, qui est dans les chambres à coucher, qui est au fond des chiottes. Et quand on est au fond des chiottes depuis 40 ans, on ne gueule pas comme si on était dans le salon avec la télécommande de la télé. On réfléchit comment en sortir. Alors, ce que je dis est brutal et agressif, mais c'est parce que moi j'ai été capable de prendre dans la gueule. Si je prends la métaphore, nous, Français de souche, on s'est fait botter le cul par les Allemands. Hein ? Il n'y a pas de haine anti-allemande française. On s'est dit à un moment donné, Napoléon, ça a été le sommet de la domination française sur le monde. On était la grande nation, on était les États-Unis de l'époque. On a été une grande nation il y a 2 siècles. Voilà. Et puis à un moment donné, il y a Napoléon, il y a eu Bismarck et machin. En 1870, on se prend une raclée, à peu près l'équivalent de la guerre des 6 jours, si on veut être méchant. Hein, voilà. Même genre. Moi, je me suis dit pas salaud d'Allemand, ordure, etc. toute ma vie, et je ne vais pas immigrer en Allemagne pour travailler pour les Allemands en les détestant toute la journée. Si je les déteste, je ne vais pas travailler chez eux. Parce que c'est très humiliant d'être soumis par le métier et le salaire à quelqu'un qui vous a écrasé et que vous haïssez. Il faut avoir à un moment donné le courage, l'intégrité psychologique, parce que sinon ça s'appelle de la névrose sociale, de rentrer chez vous ou d'aller ailleurs, parce que le chez vous devient d'ailleurs problématique. Mais ce que je trouve étrange, c'est qu'il y a des gens qui sont en France depuis 3 générations, qui tiennent à ce qu'on les considère comme des immigrés, ce qui n'est pas le meilleur moyen de se faire respecter comme citoyen, mais qui, dès d'ailleurs qu'on les montre comme immigrés, disent non, j'ai mes papiers, je suis français, alors que tout leur logiciel est indemnisé, on dirait qu'ils viennent de descendre du bateau, et qui sont en permanence, tu me dois quelque chose, toi, parce que tes parents m'ont colonisé. Alors que le type à qui il s'adresse est un fils de paysan français de la Creuse, ou un fils d'immigrés polonais, espagnol ou portugais de 2e génération. Cette stratégie de communication est stupide, et en plus elle est malhonnête. Donc à un moment donné, quand on a une stratégie stupide et malhonnête, dont la première victime est soi-même, si on ne veut pas en changer, il faut au moins arrêter de pleurnicher. C'est le minimum que je demande. Voilà. Et sinon, il faut commencer à réfléchir. Et réfléchir qui vous a vendu ces catégories, puisqu'on en parle. Vous avez les noms, Julien Drey, Harlem Désir, dont on découvre que finalement, Harlem Désir, excusez-moi, mais on se rend compte qu'il est juif ashkénaze par sa mère, c'est un Alsacien. Je veux dire, pourquoi il représenterait les arabo-musulmans ou les Africains? Voilà. Donc là, il faut se dire, qui m'a roulé dans la farine? Quel est mon ennemi principal? Finalement, même si Le Pen n'aime pas spécialement les immigrés, sans doute, ne voit pas d'un œil très jovial une islamisation de la France, qui est d'ailleurs aussi dans un mirage médiatique. Est-ce que finalement c'est à lui que je dois botter le cul, ou est-ce que lui c'est un symptôme, c'est un marqueur, c'est un thermomètre d'une colère populaire qu'il faut identifier? Parce que ça aussi, je le dis, en dernière instance, il ne faut pas rêver, les Français chrétiens resteront maîtres chez eux, et compte tenu de la crise telle que je vous l'ai définie tout à l'heure, ceux qui ont le plus de chances de se retrouver mal servis quand ils iront se prendre au commissariat,
Vous voyez, je fais toujours un parallèle. Les Juifs allemands, après 1933, pouvaient aller au commissariat avec des papiers en disant qu'ils étaient allemands depuis 3 générations, alors qu'Hitler était autrichien. C'est pas Hitler qui s'est retrouvé dans les camps. Vous voyez ? Il faut réfléchir à la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des rapports de force qui évoluent, il y a, comme je l'ai dit, il y a une crise, il y a des boucs émissaires qui sont désignés, et il faut avoir l'intelligence de ce qu'on appelle la plasticité, de trouver la meilleure stratégie en dernière instance pour soi-même. Et moi, ce que je dis, c'est pourquoi j'aiderais finalement les franco-musulmans. C'est pas mon problème. Et je vous l'ai dit, je ne veux pas qu'éclate une guerre civile en France, car une guerre civile est toujours dévastatrice. Malheureusement, c'est là où les identitaires sont un peu idiots. On ne combat pas l'islam dans une croisade à l'extérieur. Ça serait assez confortable. En réalité, ça va se passer ici, entre nous, si ça pète. Et moi, je n'ai pas envie, tout simplement, que quand ma femme et ma fille vont acheter du pain, de savoir qu'il faut qu'ils soient accompagnés par une milice s'ils traversent tel et tel quartier, parce qu'il y a le risque de se faire saigner par un gamin qui a été chauffé à blanc par de la propagande, et dans l'autre sens qu'après il y aura... Il faut connaître ce que c'est que les guerres civiles. La guerre d'Algérie a été une guerre civile, la guerre d'Espagne a été une guerre civile, c'est terriblement sanguinaire et horrible, et nous pouvons y échapper, il n'y a pas de raison qu'on tombe dans ce piège. Voilà, donc c'est une raison. Donc pour moi, l'intérêt que la communauté musulmane de France, si tant est qu'elle existe, est une stratégie d'intégration, je ne dis même pas d'assimilation, je ne crois pas à l'assimilation. L'assimilation à quoi? Les élites françaises ont renoncé au modèle français. Comme je le disais, c'est stop à la maghrébisation, l'ultra-américanisation, c'était ça notre slogan. Hein. C'est-à-dire que finalement, nous-mêmes, nous avons des présidents américains. Hein, donc, on ne va pas dire aux jeunes musulmans, assimile-toi à la culture française. Tout notre gouvernement aujourd'hui, son drapeau, c'est anti-français. Je crois que la petite Duflot a dit qu'elle était française par hasard et qu'elle n'en avait rien à foutre, je crois. Voilà. La femme de Sarkozy disait qu'elle était fière de ne pas avoir une goutte de sang français. Voilà. Donc, on n'est pas comme le blabla Zemmour, qu'on veut que les musulmans s'assimilent au modèle français. Les Français eux-mêmes, je dis hors ont renoncé à ce modèle, et nous sommes sur un modèle américain, totalement, américano-sioniste d'ailleurs. Donc de toute façon, je ne vous demande pas de vous assimiler à quelque chose qui est déjà une désassimilation de mon projet à moi. Mais par contre, à un moment donné, c'est que si on veut que la République fonctionne, comme en fait il n'existe que les communautés, c'est ce que je le dis, on s'en rend compte, le reste c'est un peu du blabla, je pense que moi j'ai intérêt en tant que Gaulois à un rééquilibrage communautaire. Parce que finalement, pour que la République fonctionne encore, il faudrait qu'il y ait un équilibre communautaire global, parce que c'est ce qui obligerait chacun finalement des représentants des communautés à respecter la charte républicaine. Là aujourd'hui, il y a un tel déséquilibre communautaire que finalement ça fonctionne très mal. Donc je dis, il est de mon intérêt objectif, car l'honnêteté c'est de dire qu'on parle toujours pour soi-même. Personne ne se bat, Bernard-Henri Lévy ne se bat pas pour que l'islam triomphe au Maghreb, vous voyez ? Quand il fait tuer Kadhafi et le fait sodomiser par des mercenaires payés qui crient Allah Akbar, pour que tous les Français pensent qu'un musulman, c'est un type qui assassine et qui lynche un type en lui collant un truc dans le cul. Je ne sais pas si vous voyez l'image dévastatrice pour les musulmans que ça produit. Et quand je vois qu'il y a des connards, dont certains de mes anciens amis, qui disent vive Al-Qaïda et vive la victoire de l'islam révolutionnaire en Libye, je suis attristé par certaines bêtises stratégiques quand je pense le contre-coup que ça va produire sur l'image du musulman, parce que le but est quand même là, c'est que le Français identifie le musulman à un égorgeur. Vous voyez, c'est ça, et effectivement avec qui on ne peut pas parler, qu'il faut le tirer, quand il arrive, il faut tirer, qu'il ne soit pas à distance de couteau, vous voyez, boum, vous voyez, parce que de toute façon il va sortir le schlass. Tout ça est catastrophique et malheureusement participe à cette logique d'auto-diabolisation, pas mal de petits réislamisés récents, etc. Donc il y a un travail communautaire à faire, avec notamment justement de la hiérarchie, des éducateurs, le respect des aînés, puisqu'on parle de respect, de grands frères. Quand on parle de ce genre de truc, c'est que ça n'existe pas en général. Hein. On parle beaucoup de Oumma, c'est parce qu'on la cherche. Voilà. Il y a des gens qui ne parlent jamais de leur communauté parce qu'elle existe. Vous voyez jamais un Asiatique dire « nous, la communauté asiatique ». Elle existe, ils n'en parlent pas. On parle toujours de ce qui n'existe pas. On compense toujours par le symbole et le verbe ce qui est déficient sur le plan pratique. Voilà. Donc je dis pour finir que moi, mon intérêt de Gaulois, car je ne parle que de mon intérêt, c'est que la France ne sombre pas dans la guerre civile et que réellement la République soit respectée par un équilibre communautaire, et l'équilibre communautaire ne sera rétabli que par la montée du respect de la communauté musulmane. Car en fait, le déficit se fait par la communauté musulmane, c'est-à-dire la manipulation des immigrés, qu'on envoie systématiquement contre les Français de souche, qui les traitent de racistes et de colons, ce qui fait que le Français de souche a tendance à dire « j'en ai marre de ces bougnoules qui m'insultent toute la journée, alors que j'ai pas voulu d'eux, ils savent pas bosser, ils remplissent les prisons, etc., etc. » Tout ça est catastrophique. Et ça, je veux dire, c'est dit très simplement, mais je pense que c'est du bon sens et c'est de l'honnêteté. Voilà. Je pense que notre intérêt commun,
c'est de pratiquer ce rééquilibrage communautaire, c'est-à-dire que c'est même pas d'attaquer d'autres communautés. C'est qu'une communauté qui représente 7 millions de personnes en France, qui est là depuis des générations et qui a un passé commun méditerranéen, français depuis des siècles, il suffit de faire évoluer son logiciel de communication, de comprendre que si on vous donne pas de travail, c'est peut-être aussi qu'il faut en créer du travail. Il y a peut-être moyen de créer du travail. Les Asiatiques ne demandent pas de travail, ils le créent. Et puis que quand on demande du travail, c'est qu'on veut être esclave salarié. On peut peut-être être autre chose qu'esclave salarié. On peut peut-être être auto-entrepreneur, etc., etc. Que si on change tout ce logiciel qui est finalement de sortir de l'indigénat, parce que ceux qui parlent le plus d'indigènes sont des vrais indigènes. Ils sont entièrement sponsorisés par les puissances. Il suffit de regarder qui les paye pour se présenter systématiquement comme immigrés. C'est-à-dire qu'en fait, et essayer de toucher un peu de pognon et des subventions via des relais de la gauche, etc. C'est-à-dire que finalement, tout est inversé. Ceux qui parlent de combattre soi-disant l'indigénat sont totalement des indigènes dans leur comportement, et d'ailleurs, ils ont intérêt. L'émancipation n'est pas leur intérêt. Si je voulais employer une métaphore agressive, je dirais, c'est comme les Antillais, ils sont séparatistes, jusqu'à ce qu'on fasse un référendum. Et là, ils disent non, c'est pour faire chier, mais il ne faut surtout pas l'indépendance, parce qu'on sait ce que c'est que le niveau de vie des Antilles anglaises. Hein. On veut quand même cracher sur la métropole, mais on veut quand même garder le RMI, le RSA, la continuité territoriale, etc. Donc à un moment donné, un discours de virilité, d'honnêteté, et je dirais d'intelligence en dernière instance, parce que comme je l'ai dit à certains, si jamais ça tourne mal, moi, je peux m'en sortir. Je peux dire j'avais mal compris, excusez-moi Monsieur Golnadel, effectivement nous sommes tous des judéo-chrétiens blancs, je peux salut Éric Zemmour, tu te rappelles, mais pour ceux qui ont un faciès maghrébin, ceux qui ont la peau noire, ça va être très difficile de se faire passer pour autre chose que ce qu'ils sont quand ça va mal tourner. Or, le projet global, on le sait très bien, il suffit de regarder la politique mondiale, c'est qu'en ce moment, c'est plutôt haro sur le arabo-musulman. Et ils n'ont pas la technologie militaire pour gagner, ils n'ont pas la solidarité, il suffit de voir comment ça se passe. Les Turcs jouent la carte grand turc, les panarabistes essayent de s'en sortir comme ils peuvent, les chiites jouent leur logique, qui est en général la bêtise de la violence néoconservatrice, ils ont gagné sur la mauvaise stratégie des autres. Voilà, enfin on voit bien qu'il y a une division totale de ce monde-là. Je ne vais pas parler de la trahison de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, qui finance certains de vos représentants. Voilà, donc on a une communauté qui n'a pas de solidarité, qui a une stratégie de communication en France qui est, on l'a démontré, assez catastrophique, et qui est dans le collimateur de l'empire mondialiste, qui a la nécessité de désigner un bouc émissaire vite fait, bien fait, parce qu'ils sont en faillite bancaire. Voilà. Donc si après ça on continue à faire nique ta mère, nique la France, on fait ce qu'on veut, mais moi, à un moment donné, je vous le dis, je me suis obligé de me retirer du jeu. Je dirais, écoutez, moi, j'ai tendu la main, j'ai essayé de créer des pistes, j'ai essayé d'amener du monde à des gens pour qu'on les écoute, parce qu'effectivement, Albert Ali ne sera pas invité sur France 2 à l'émission de Ruquier pour dire il y a d'autres musulmans et il y a d'autres gens issus de l'immigration que Joe Star ou je ne sais pas trop quel mec qui sont allés chercher. On a les représentants musulmans en France, c'est... Mérite. Agent, enfin, je n'ai pas dit des noms, c'est toujours une honte, quoi. Je veux dire, voilà. En dernier instant, je veux dire, c'est que nous n'avons pas beaucoup de temps. Le calendrier s'accélère. Je pense que l'analyse globale, chacun d'entre vous intimement peut la faire, même s'il sort Almagas, mais il n'a pas totalement tort. Je pense que c'est à peu près souvent ça. Et de toute façon, en dernière instance, je le dis aux Français de confession musulmane ici, c'est eux qui payeront les pots cassés. Voilà. Et après, je vous dis, on va un peu entamer peut-être le dialogue, vous faites ce que vous voulez. Hein, voilà. Je ne suis pas là pour vous manipuler, j'ai pas besoin. Voilà ce que je veux dire, ça va très bien. Mais voilà, j'aime mon pays, je ne suis pas un adepte de la violence, j'ai une certaine morale, et je n'ai pas envie de tomber dans les pièges, voilà, je n'ai pas envie de tomber dans les pièges que j'ai identifiés, et de même que je n'ai pas envie que les nationalistes français tapent sur les pauvres musulmans français, alors que le problème c'est Wall Street, et on voit bien qu'au Front National, il y a ces deux directions possibles, et d'ailleurs que j'ai toujours tout fait pour que ce soit Wall Street et pas l'autre, et qu'il faut avoir l'honnêteté d'admettre que Marine Le Pen parle beaucoup de Wall Street, et pas tant des musulmans que ça, mais par contre dans ses meetings, les médias, quand ils passent le morceau de 3 minutes, ils ne passent que celui-là. Donc je vous invite aussi à regarder l'autre, parce que l'autre c'est celui avec qui on dialogue, et par définition la réconciliation se fait avec l'autre. C'est pas avec votre frère et votre cousin, c'est réconcilier avec l'autre. L'autre c'est celui qui n'est pas comme vous, qui est face à vous, mais qui même quand c'est un adversaire a au moins l'honnêteté de vous regarder droit dans les yeux de face. Il n'est pas en train de vous pousser par derrière à lui servir de bouclier, vous voyez, c'est tout ça la situation réelle. Et je vous le dis, moi mon arme c'est une analyse qui rejoint un peu celle de Albert, mais d'un autre point de vue, parce qu'effectivement il y a ce qu'on appelle le point de vue objectif,
Moi, je suis un Français de souche, je ne vais pas d'un seul coup dire oui, je vois ce que c'est que d'être. Non, ça, jamais. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir la peau noire ou d'être un Maghrébin contrôlé 6 fois par jour. Je ne le sais pas. J'ai horreur des gens qui prétendent savoir ce qu'est l'autre. Par contre, l'autre, je l'écoute. J'ai décidé d'écouter ce qu'il me disait. Je ne le prends pas a priori pour un menteur. Et j'aime bien qu'on fasse pareil pour moi. Il dirait, Soral, qu'est-ce qu'il veut, comment il veut essayer de nous la mettre, etc. Souvent, ils sont dans un univers de racailles où tout n'est que mensonge et arnaque. Il y a d'autres mondes que le mensonge et l'arnaque. Voilà. Donc, je admettre que l'autre n'est pas uniquement là pour vous trahir, vous manipuler, etc. D'ailleurs, comprendre d'ailleurs que je n'ai pas un grand intérêt immédiat à cette main tendue. C'est beaucoup plus rentable d'évoluer comme a fait Bec BD, comme font tous ces gens-là que je connais de ma génération, Zemmour, etc. Et après, je pense que ce que nous pouvons faire effectivement, c'est dialoguer, parce qu'on nous empêche de dialoguer. Moi, je fais exprès d'incarner ici le nationaliste français. Nous avons tout intérêt à dialoguer, et plus on dialogue, je l'ai vérifié dans nos réunions, plus on voit qu'on n'a finalement pas tant d'opposition que ça, et même pas mal de choses en commun. Ce qui agace terriblement ceux qui voulaient finalement faire la France Black Blamber, qu'on a fait avec Albert Ali et Dieudonné, mais ils n'étaient pas contents. Voilà. Donc il faut se poser la question. Pourquoi ils ne sont pas contents quand on réalise le programme qu'ils avaient eux-mêmes mis en place? C'est que, voilà. Et après, donc ça ouvre, je crois, le débat, poser des questions, et en fonction des questions, on répondra toi ou moi. Hein.